La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Une question revient en boucle dans le cadre de cette émission. Quel est le rôle de l'école dans une société comme la nôtre? Au nom de quoi éduquer et comment éduquer? Peut-on encore rêver à une éducation humaniste centrée sur les grandes œuvres pour mettre en contact les jeunes hommes et les jeunes femmes avec les grands esprits qui ont traversé le temps? La grande culture doit-elle être considérée comme le patrimoine commun de l'humanité ou comme une passion spécialisée comme les autres? Raphaël Arthaud-McNeill a sa réponse: les grandes œuvres sont vitales. Mais il ne se contente pas de le croire et de théoriser sur leur sujet. Il a créé à l'Université Laval un programme où ses œuvres sont mises en valeur. Je parle du certificat sur les œuvres marquantes de la civilisation occidentale, qui représente certainement une des initiatives pédagogiques les plus intéressantes des dernières années. Et c'est pour en parler avec lui que je le reçois aujourd'hui, d'autant qu'il vient de faire paraître aux éditions du Boréal La perte et l'héritage, un ouvrage qui revient sur cette entreprise et où il expose sa conception de la transmission culturelle. Raphaël Arthaud-McNeill, bonjour. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir. Alors, une première question toute simple, à propos moins du livre, bien que le livre réfère que du programme, le certificat sur les œuvres marquantes. Lorsque vous décidez de lancer ce programme il y a une dizaine d'années à l'Université Laval, à quel manque croyez-vous répondre? À quel besoin peut-être non formulé publiquement à ce moment-là, croyez-vous devoir répondre? Eh bien, c'est simplement le besoin de se rattacher à la grande tradition des grandes œuvres. Et c'est quelque chose dont moi-même j'avais ressenti le manque. Et au cégep, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin des professeurs qui m'ont initié à cette grande culture en philosophie, mais aussi en littérature et autre chose. Et j'ai fait mon petit parcours de chemin universitaire par la suite. Et quand je suis revenu à Québec, et parce que je suis passé par Boston College, et là j'ai rencontré du monde qui avait été éduqué par des programmes qu'appellent dans le monde anglo-saxon les Great Books Program. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, ces gens-là, ça donne du monde très intéressant. Et il me dit, le pari étant, j'ai porté ce projet-là, mais j'étais pas seul, j'ai un groupe d'amis. Et le pari étant de dire, on n'est pas seul dans cette situation-là. Et créons ce programme dont l'unique objectif est de lire et discuter ces textes dans les 5 grands domaines qui sont la philosophie, la littérature, la science, la religion et histoire politique qu'on met ensemble. Et de les lire, ces œuvres qui sont fortes, qui sont marquantes, dont on nous parle tout le temps, mais qu'on lit de moins en moins. Alors, il y a ce manque qui est présent. Ça participe aussi, si je ne me trompe pas, à une espèce de mouvement de redécouverte intellectuelle des grandes œuvres. Vous évoquez à un moment donné dans votre livre Alan Bloom, notamment, et L'âme des armées, qui fait le portrait des jeunes âmes, disons ça ainsi, oui, qui se présentent à lui à l'université. Un portrait un peu triste et joyeux tout à la fois. C'est-à-dire triste parce qu'il constate qu'il y a une inculture grave, la transmission a été rompue, et joyeux néanmoins parce qu'il y a une curiosité fondamentale des jeunes esprits, des jeunes hommes, des jeunes femmes à cet âge-là qui seraient prêts à rencontrer les grandes œuvres et à qui on ne les offre pas. Donc, est-ce que vous inscrivez aussi dans cette démarche marquée par la figure de Bloom, mais de bien d'autres aussi, évidemment? Oui, bien sûr. Puis Alan Bloom a été important et son livre, L'âme des armées, a été important. Je me rappelle aussi de l'avoir. Quand je l'ai lu, je disais oui, exactement. Et le portrait que fait Bloom, que vous venez de résumer, est tout à fait juste. Et il me semble, là où il met le doigt sur quelque chose, c'est premièrement la soif qui anime certains individus lorsqu'on les met face à face avec cette tradition-là. Et aussi, il explique le changement qu'il y a eu au cours des années 60. Comment il dit, Bloom dit, quand j'ai commencé à enseigner, généralement, j'avais des étudiants qui connaissaient mieux l'opéra, qui connaissaient mieux telle chose. C'est là de moins en moins le cas. Et donc, il y a surtout lui aussi qui vieillissait peut-être, mais il y a une perte qui s'est faite. Et l'autre chose qui me semble fascinante, moi qui m'a touché quand j'ai lu ce livre et qui me semble encore tout à fait exact aujourd'hui, et d'autant plus exact, il dit, d'anciens étudiants à qui j'ai enseigné, lorsqu'ils après voyagent, ils vont dans les musées, ils me remercient et ils disent, c'est incroyable, on voit mieux la culture maintenant. Et là, il s'imagine un jeune homme, une jeune femme qui n'a pas de cette culture-là et qui va voir des musées et dit, il y a des toiles qui sont anecdotiques, donc des toiles de l'art chrétien, de l'art antique, des romantiques qui s'appuient sur les mythes de l'Antiquité, et qu'il ne peut pas voir l'anecdote. Alors il dit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des couleurs et des formes, bref, il voit l'art moderne. Alors il dit, ils sont enfermés dans leur époque. Ils ne peuvent même plus voir. Alors il dit, pour l'idée, parce que le titre en anglais c'est Closing of the American Mind, il dit, cette prétendue ouverture à tout les a refermés comme peut-être
peu d'éducation ont pu le faire. Alors là, il va fort. Alan Bloom, mais je crois que ce constat doit être fait, doit être répété, et la défense des grandes œuvres s'inscrit évidemment dans ce constat-là. Mais c'est plus large. Ah ouais, alors, votre livre a pour titre La perte et l'héritage. Et j'aimerais m'attarder un instant sur la notion de perte, qui est absolument fondamentale. Votre ouvrage commence avec une charge, le terme est peut-être pas le bon, mais une critique assez sévère des générations qui ont rompu finalement l'exigence de transmission culturelle, et plus largement, au-delà même des générations, une critique assez sévère de la rupture de la transmission culturelle comme on l'a vécu au Québec, ailleurs en Occident, mais au Québec peut-être de manière encore plus brutale. Alors, comment expliquez-vous cette rupture qui a marqué les 50 dernières années? Comment expliquer, autrement dit, cette espèce d'histoire étrange où nous avons cru devoir nous déconstruire pour nous émanciper? C'est exactement ça qui s'est passé, soit dit en passant. Cette histoire-là, l'histoire longue commence, c'est la modernité. Le mouvement de la modernité, je prends aussi dans mon texte la figure de Descartes, 1637, qui rompt avec le passé. Puis être moderne, je pense que la définition la plus simple et courte mais utile, être moderne, c'est refuser d'être ancien. Donc, être moderne, il y a comme dans sa génétique, dans son ADN, il y a l'idée de rupture. Et pour de bonnes raisons, dans certains cas. L'histoire est remplie d'injustices aussi. Mais souvent, cette rupture-là, ça a voulu être rupture avec les autorités anciennes. Qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 60? C'est qu'on s'est attaqué aux autorités en éducation. Les arguments étaient déjà très affaiblis. Mais là, avec le mouvement du nombre, et je pars avec je prends comme point de départ la génération lyrique de François Ricard, il y a eu ce mouvement, on a laissé la place à cette nouvelle génération. Après la guerre, on ne savait plus, il y avait une espèce de découragement. On a laissé la place à cette nouvelle génération dans l'idée qu'on ne devait pas brimer leur liberté. Et là, il y a une nouvelle conception de la liberté aussi qui a été mise de l'avant, liberté comme spontanée, autoconstruction de soi-même. Et donc, toute l'idée d'autorité en éducation est devenue suspecte. Et donc, les grandes œuvres ont été reléguées aux oubliettes. On les a, plus qu'aux oubliettes, on les a attaquées. On les a attaquées et là, moi, je pense qu'on a confondu l'attaque, disons, d'une élite qui pouvait être justifiée, l'attaque du patriarcat, l'attaque du sexisme, l'attaque d'inégalitaire. Et là, on dit non, mais finalement, ces œuvres-là sont aussi trop blanches, trop mâles, trop sexistes, trop économiques. Et là, on a fait un amalgame qui, à mes yeux, est très pernicieux. Et on s'est retrouvé avec une éducation, on a délaissé, depuis les Grecs, la question de l'éducation, c'est quoi enseigner? Et là, on a délaissé cette question-là pour comment enseigner. On a délaissé la question du corpus pour celle de la pédagogie. Et on ne l'a pas résolu. Et on laisse de plus en plus les jeunes à eux-mêmes. Je vous relancerai tout à partir d'une idée un peu concurrente, c'est-à-dire peut-être qu'on a cru répondre à la question quoi enseigner, donc au-delà de la pédagogie, on a cru y répondre, mais avec cette idée qu'on doit enseigner le soupçon, l'esprit de soupçon. Ouais. On doit enseigner cette idée qu'on ne doit pas se laisser bluffer par les œuvres. On doit enseigner cette idée que tout ça, justement, est un mensonge qu'on doit déconstruire. Donc, à certains égards, on a peut-être enseigné, transmis le désir de déconstruire. Parce que vous nous parlez des œuvres, donc trop blanc, trop ci, trop ça. Il y a peut-être deux manières de les concevoir selon le point de vue postmoderne. Soit, effectivement, elles sont, un peu comme disaient les marxistes, de reflets de la superstructure culturelle qui sert à masquer les rapports de classe, donc à sublimer la société, à la rendre plus belle des inégalités odieuses, ou l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, elle ne serait que le reflet fondamental de rapports de domination qu'il nous faut déconstruire parce qu'elle serait inscrite dans les rapports de domination. Mais est-ce qu'on n'a pas cherché, donc au-delà de la méthodologie, à enseigner une certaine détestation intellectuellement entretenue qui se présente comme une entreprise libératrice? Oui, je crois que oui, et là, c'est quand la critique est venue de l'intérieur. Donc, et les meilleurs pour formuler cette critique-là, c'est qu'on repartait, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Bourdieu et tout ça. Alors, la critique est venue, même Barthes, Roland Barthes, alors, est venue de littéraires, de philosophes qui ont fait ça. Qui étaient eux-mêmes très formés. Et qui étaient, oui, très formés, qui s'étaient formés eux-mêmes. Et encore une fois, moi, là, je pense qu'il faut distinguer les choses. Et il y a une partie des critiques, il y a des injustices, il y a eu des injustices. Et c'est très dur de porter ça parce que souvent, quand on enseigne ces œuvres-là et qu'on discute avec des personnes très convaincues, l'accusation qu'on fait porter à ces œuvres, on l'applique au professeur. Et là, dans le fond, vous êtes complice, puis au fond, vous êtes raciste, sexiste. Et là, la tentation de dire « je m'excuse ».
d'abdiquer. Vous rencontrez ça dans votre enseignement? Des fois. Et là, ça fait mal. Ça fait mal. Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais donc, le soupçon devient après ça sur les personnes aussi. Alors, je dirais, qu'est-ce qu'on transmet, c'est peut-être un soupçon de toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit, et donc d'autorité de grandeur aussi. Et là, il faut ramener, non, mais il y a des œuvres qui sont supérieures à d'autres. Je veux dire, si Platon est grand, ce n'est pas parce qu'il était un privilégié de son époque. Il y en avait des dizaines, il y en avait des centaines et des milliers d'Athéniens privilégiés qu'il ne m'intéresse pas du tout, ces Athéniens-là. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il m'intéresse, c'est pour sa grandeur intellectuelle. Et donc, là, il faut réenseigner l'admiration et la gratitude. Et là, c'est difficile face à cet enseignement du soupçon. Je dirais, c'est que institutionnellement, ce qui est enseigné, c'est l'idée de simplement laisser les jeunes libres, et donc c'est la pédagogie, plutôt que le corpus. Mais en sourdine, et chez les personnes les plus conscientes, là il y a la philosophie du soupçon, qui est développée au 20e siècle, et qui est transmise, et qui a des effets délétères en éducation. Bien, il faut être soupçonneux de certaines autorités, encore une fois, mais pas de tout. Alors, il y a quelque chose qui est qui m'a frappé dans votre livre, c'est un éloge de cette vieille vertu qui est la vertu d'admiration en quelque sorte. C'est la capacité de regarder en haut de soi et de se laisser impressionner dans le bon sens du terme, de vouloir imiter plus grand que soi. La volonté justement de devenir autrement soi au contact des grandes œuvres qui peuvent nous transformer. Mais cette vertu d'admiration, elle est contradictoire fondamentalement avec une forme de fondamentalisme de la modernité qui dit rien ne te dépasse et ne te dépassera jamais. Ne te laisse surtout pas influencer par les monuments anciens, qu'ils soient physiques ou intellectuels. Alors comment peut-on enseigner comment peut-on réintroduire ce besoin, ce désir, cette nécessité de l'admiration dans un monde qui semble constitué contre elle? Oui, ben, je dirais que c'est le rôle des professeurs, là. Je pense que c'est possible, je pense que cette soif d'admiration-là existe. Et si je peux me permettre une parenthèse, je dirais, ça fait 10 ans que le certificat sur les œuvres marquantes existe à l'Université Laval. Et pendant ces 10 années-là, j'ai défendu, j'ai fait de la publicité et je sentais toujours que je n'allais pas au bout des idées. Alors, le livre a voulu aller plus loin et donc raffiner les idées. Et donc, d'un côté, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai une expérience constante, année après année, d'étudiants qui retrouvent l'admiration. Donc, elle est là, elle n'est pas perdue. C'est une disponibilité de l'âme humaine qu'on peut cultiver. C'est ça. Donc là, je dirais, la modernité n'a pas écrasé. On n'est pas dans 1984, là, pas encore, c'est ça. Donc, elle est encore là. Maintenant, comment la justifier intellectuellement? C'est là, comme ça, on a peu d'outils avec le discours philosophique contemporain. Et là, donc, il faut faire cet effort-là de retourner, mais le discours existait avant, parce que c'est ça qui justifiait les grandes œuvres. Mais là, il faut retrouver une autre conception de la liberté, une autre conception de l'humanité. Et au fond, ça serait cette idée-là, comme vous l'avez bien formulée, de dire qu'il n'y a rien de plus grand que soi. Il faut dire, non, il y a l'idée de supériorité. Et l'être humain, de grandeur. Vous insistez sur ce terme. Oui, la grandeur, oui, et qu'il faut défendre, exactement. Et donc, l'être humain lui-même est cet être qui peut soit augmenter son humanité ou en déchoir. Les Grecs appelaient ça la barbarie d'un côté et la vertu de l'autre. Si on n'a pas ces pôles-là, ben là, tout devient aplati. Et là, dans les grandes œuvres, ça voudrait dire qu'un catalogue d'IKEA vaut Flaubert. Et là, comme disait Finkielkraut, je crois, reprenant une paire de bottes vaut Shakespeare. Oui, et là, ça revient, tout est sur le même pied, tout est à plat. Et là, ça serait un autre mot, ça serait un gros mot, mais c'est ça le nihilisme. C'est ça, tout est sur le même pied. Et si c'était vrai qu'une paire de bottes vaut une pièce de Shakespeare, dans ce cas, il ne faut plus enseigner. Ça ne sert absolument à rien d'enseigner. Il y a autant de génie dans une paire de bottes que dans Hamlet. Alors, ce qui est totalement faux. Et là, la tâche immense, c'est de l'enseigner. Et je dirais que c'est aux professeurs à faire cet effort de transmission. Et là, j'ai l'air de parler de haut quand je dois leur donner la leçon, mais je sais très bien, pour être moi-même professeur, que c'est une tâche énorme dans la mesure où c'est moi qui dois choisir d'enseigner dans ma classe. C'est moi qui choisis qu'est-ce que j'enseigne. Et c'est moi, je me retrouve seul, je porte seul le fardeau
d'imposer l'effort de lecture à une classe qui n'est pas tant rébarbative, qui est simplement qui peut comparer, dire oui, mais dans une autre classe, ils font pas ça, monsieur. Pourquoi nous, on devrait faire ça? Et là, moi, je dois le faire. Et la tentation immense, c'est la tentation d'établir une espèce de pacte de non-agression avec les étudiants, de dire, écoutez, vous voulez pas nécessairement être ici. Moi non plus, d'ailleurs. Et donc, je vous imposerai pas des trop grosses lectures. Vous participez j'attends un minimum de participation. Et là, cette entente-là est délétère parce qu'il n'y a plus le rôle, justement, de dire, écoutez, je vais vous transmettre un savoir qui est difficile, mais qui va vous élever et que vous devez reprendre et qui va vous ouvrir sur autre chose que vous-même. Alors, la question avec laquelle vous avez commencé, c'est cette idée qu'il n'y a rien au-dessus de moi. Oui, il y a quelque chose au-dessus de vous et il y a quelque chose de plus grand. Et si je peux peut-être terminer rapidement, et là je dirais, moi je suis professeur de philosophie, mais c'est surtout en littérature que là, je dirais c'est le premier domino qui tombe en littérature, parce que en littérature, il y a des œuvres. T'sais, on peut s'enseigner l'unité d'un poème, la construction, et là montrer à quel point il y a des chefs-d'œuvre, et les étudiants peuvent le voir. Le travail, c'est de l'analyser. Les étudiants arrivent, ils ont lu une œuvre, ils ont lu un poème de Baudelaire, ils disent, j'ai rien compris. Oui, mais c'est difficile. Maintenant, je vais t'expliquer. Et voici, on va l'analyser. Et tu vas devoir faire cette expérience après ça avec d'autres poèmes par toi-même. Pourquoi tu dois le faire? Pour te rendre compte de cette beauté, de cette grandeur-là. Et donc, de l'enseigner. Mais c'est difficile. Alors, il y a dans votre travail une critique du relativisme, on l'aura bien compris. Il y a une autre notion qui me semble, vous me direz, banale, mais qui ne l'est pas dans le contexte académique et universitaire qui est le nôtre aujourd'hui. C'est le certificat sur les œuvres marquantes de la civilisation occidentale. Alors, assumer cette référence à la civilisation occidentale, je devine que la critique arrive rapidement. Pourquoi privilégier la civilisation occidentale? Pourquoi ne pas prendre toutes les civilisations du monde? Est-ce que l'Occident, d'ailleurs, n'est pas une civilisation coupable d'avoir pénalisé, agressé, dominé, et ainsi de suite? Alors, est-ce que il n'y a pas, à travers la simple manière d'avoir nommé ce programme, une volonté de résister aussi, d'une manière ou de l'autre, à cette idée que l'Occident ne saurait jamais être référence positive? Oui, bien sûr. Là, ce serait de dire... Alors, faut dire deux choses. Premièrement, je crois qu'il faut reconnaître les torts et les injustices du passé que l'Occident a commis. Il y en a. Bien sûr. Première des choses. Deuxième chose, il faut reconnaître qu'il existe d'autres types de cultures, orientales, africaines et tout ça, et que c'est très bien, je me disais, faites un certificat sur ces œuvres-là. Moi, j'ai aucun problème. Moi, je n'ai pas cette compétence-là, et la civilisation dans laquelle je m'inscris en premier, c'est la civilisation occidentale, et elle a une grandeur, cette civilisation-là. Et donc, c'est de faire l'effort de discriminer dans cette civilisation-là, qu'est-ce qu'il y a de grand et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Au fond, c'est une certaine paresse dire que l'Occident n'a fait que du mal. C'est faux. Ce serait dire que les autres cultures ne font que du bien. Ce serait tout aussi faux. C'est un court-circuit de l'esprit. C'est éviter la tâche ardue de faire la discrimination. Mais il ne faut jamais la nier. Et c'est pour ça, et très humblement, quand on me fait ces reproches-là, c'est très dur parce que je ne veux pas paraître pour l'occidentocentrisme qui veut imposer justement la culture blanche. C'est pas ça. Ça m'intéresse pas. Ces œuvres-là ne m'intéressent pas parce qu'elles sont justement blanches ou autre chose. Bien sûr qu'elles m'intéressent parce qu'elles sont occidentales, parce qu'elles s'inscrivent dans une tradition. Mais une tradition qui est ouverte et qui a sa grandeur. Et je dirais même plus, au fond. Je dirais que la critique de la tradition occidentale, la meilleure critique se trouve dans les grandes œuvres, se trouve dans ces textes-là. Alors, vous l'évoquez d'ailleurs en disant que certaines des grandes œuvres, enfin certaines des œuvres qui critiquaient la notion de grandes œuvres sont elles-mêmes devenues grandes œuvres. Je pense que vous pensez parler de Foucault à un moment. C'est pas le seul, c'est-à-dire les grands déconstructeurs sont finalement devenus des classiques. Oui, et là, c'est là le paradoxe peut-être de ma position. Le corpus est ouvert. L'idée, c'est pas on va pas retourner chez les Grecs ou retourner au Moyen-Âge. C'est impossible et c'est pas mon souhait aucunement. Mon souhait, c'est d'aller voir ce qu'il y a de plus grand au Moyen-Âge, le plus grand dans l'Antiquité, dans les domaines qu'on a nommés tantôt. Mais la critique de la grande œuvre, la critique d'une œuvre tout court, parce que là, à un moment donné, c'est même plus la critique de la grande œuvre, c'est la critique est-ce qu'il existe des œuvres? Et là, un Foucault, par exemple, dans l'archéologie du savoir, s'attaque à ça. Mais ce qui me fascine, c'est que c'est pas tout le monde qui peut être un Foucault. Paradoxalement, c'est que les meilleurs textes qui détruisent la tradition, qui s'y attaquent, que c'est ça, là, je nomme Nietzsche, Heidegger, Weber, Foucault, c'est leurs meilleurs textes
sont des œuvres qu'il faut enseigner. Et donc, le corpus des grandes œuvres est certainement pas, parce que l'autre critique, en fait, donc c'est dogmatique. Ben non, ce n'est pas dogmatique, c'est un corpus qui a autant la Bible qu'il y a l'origine des espèces de Darwin, qui a autant Platon qu'il y a Nietzsche. Ils ne vont pas ensemble, mais ils ont tous une grandeur, et là, ultimement, je dirais l'unité. Cette unité-là, Foucault, dans ses meilleurs textes, réussit à exprimer son intuition d'une manière unifiée qui nous séduit. Alors, je dirais, Michel Foucault, tu fais une œuvre. Et donc, il faut te garder, mais il y a une espèce de paradoxe dans ton propos. C'est au moment même où tu déconstruis la tradition, tu la perpétues malgré toi, parce qu'il y a une certaine grandeur dans ton propos. Et alors, ce serait ma réponse ultime que je leur ferais. Raymond Aron disait dans ses mémoires, revenant sur les maîtres de la déconstruction, le maître du soupçon, disait-il à l'époque. Il pensait à Freud, Nietzsche et Heidegger, je crois. Marx. Les trois soupçons. Voilà. Et il dit, il y a un paradoxe, c'est que il se pose dans la critique, donc la critique radicale de la tradition, au moins avait-il la vertu de la connaître. Oui. Mais la tentation des jeunes esprits, disait-il à son époque, c'est de se jeter immédiatement sur les maîtres du soupçon, donc les déconstructeurs de la tradition, sans avoir passé par le chemin de la tradition pour savoir pourquoi la déconstruire. Donc ils se joignent immédiatement au parti d'opposition, sans savoir exactement en quoi s'opposer. Ouais. Est-ce que c'est pas un des pièges chez certains qui croient trouver la figure du grand auteur chez Foucault, chez Nietzsche, et ainsi de suite, sans prendre la peine de savoir à quoi ils s'opposent quelquefois? Oui, je dirais, je dirais, oui, faites vos devoirs, allez discuter, comprenez ce que vous critiquez. À la limite, j'ai aucun problème, critiquez Platon, moi, je vais le défendre, critiquez-le, mais lisez-le d'abord et comprenez-le pour que votre critique porte. Et là, c'est là le paradoxe, c'est que dans le fond, ces auteurs-là ont fait école. Et donc, ils ont créé leur tradition. Alors, ce qui est fascinant avec ces auteurs, c'est que à leur époque, ils permettaient de libérer les esprits. Mais là, ils ont triomphé. Et ça serait très intéressant de le voir eux-mêmes aujourd'hui, dans leur triomphe, dans quel point ils ne seraient pas mal à l'aise. Alors, les grandes œuvres, généralement, transpirent d'une liberté. C'est des penseurs, que ce soit en philosophie, encore une fois en littérature, qui ont réussi à la fois à exprimer leur époque, mais à la fois à la réfléchir et à s'en libérer. Et ça, c'est précieux. Mais on vient toujours en retard et n'est pas grand penseur qui le veut, l'autre chose. Alors moi, je dirais, mettons-nous à l'école, mais de l'ensemble de la tradition. Et là, si on arrive simplement et on s'assoit et on prend les derniers venus et on les répète, c'est un peu... c'est facile. Et c'est désolant. Et là, je vais prendre Nietzsche lui-même. Nietzsche, je pense, dans la seconde considération inactuelle, je ne me trompe pas, il dit, lorsqu'on arrive en retard au théâtre, on ne s'assoit pas en avant, on s'assoit en arrière. Alors quand on est tard venu dans l'histoire, on doit s'asseoir en arrière et regarder ce qu'il y a eu avant nous, et non pas aller en avant de la plénitude de notre être et dire que nous sommes le sommet de la culture. C'est une prétention énorme. Et si elle est vraie, mettons-la à l'examen, premièrement, la première chose. Et deuxièmement, ce que j'essaie aussi de dire dans mon livre, c'est que ça traduit, des fois, ça masque une inquiétude. Je pense qu'il y a une inquiétude, c'est qu'il y a le sentiment de perte peut être exprimé de différentes façons, mais tout ne va pas bien dans notre monde, là, qu'on veut valoriser à outrance, qu'on dit nous sommes arrivés enfin, on s'est libéré de toutes les généralement, les gens ne vont pas dire qu'on s'est libéré de toutes les injustices du passé. Ils vont dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a le danger, c'est que on continue à reproduire ces injustices, mais en plus qu'on soit ignorant et bête et qu'on ne les voit même plus. Et ça, c'est un danger constant de la modernité et peut-être un danger de l'être humain depuis le début. Alors, il nous reste environ 3 minutes avant la pause et je me rends compte qu'une question toute simple que j'aurais dû vous poser dès le début... Elle se laissait deviner, donc on la posera clairement. Vous êtes attaché à la notion de grandeur, vous êtes attaché à la notion d'œuvre, vous êtes attaché à la notion de grande œuvre. Alors la question que je vous pose tout simplement, comment définiriez-vous une grande œuvre? C'est une excellente question et c'est la question, à mon avis, la plus difficile. Je vais donner un premier élément de réponse, on y reviendra. Je dirais que c'est celle que j'essaie de circonscrire dans mon texte. Je dis que c'est une œuvre qui permet de développer notre liberté et notre humanité. Donc, c'est une œuvre qui contient, qui transmet et qui contient en elle-même ce moment de liberté, mais compris d'une
C'est une liberté, pas une liberté spontanée, il faudrait y revenir, mais une liberté d'être libre des modes de son époque, d'être libre de ses plus bas instincts, et en se faisant, pour revenir à ce que je dis, qui accomplit une partie de notre humanité. Alors donc, la grande œuvre, c'est le meilleur d'un individu. Et là, je peux dire, l'individu qui l'a écrit, de cette œuvre-là, a des défauts, des imperfections, mais l'œuvre qu'il a produite a une unité admirable, et c'est vers cette unité que nous aspirons dans nos vies, mais qui n'est jamais parfaite. Mais cette unité-là permet de nous élever, de mieux comprendre. Elle n'est pas complète, cette œuvre-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est le certificat des grandes œuvres. C'est pas la grande œuvre. Il n'y en a pas une. Là, on rentrait dans une école, on serait dogmatique. Mais il faut les voir plusieurs, et à quel point elles reflètent ce qu'il y a de mieux de notre humanité. Finkielkraut dit dans L'ingratitude, on ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est-à-dire, si on croit penser par soi-même de soi-même, on berce finalement dans les préjugés de l'époque en se croyant tout puissant alors qu'on répète le catéchisme ambiant. D'une certaine manière, le certificat des œuvres marquantes, c'est une éducation à la liberté à partir de cette idée de Finkielkraut. Oui, qui n'est pas juste de Finkielkraut. Qui n'est pas que de lui, évidemment. Et c'est ça qui est... Mais oui, Finkielkraut l'a très bien exprimé. Je le dis d'une autre façon, je le disais depuis qu'on est tout petit, je pense pas être exceptionnel dans cela, qu'on me dit « pense par toi-même ». Désolé, j'en suis incapable. Je suis incapable de penser par moi-même. Mes moyens sont trop faibles. Et je ne suis pas Socrate. Il y a certains êtres humains dans l'histoire de l'humanité qui ont réussi, qui ont des fois des génies. OK, ça c'est possible. Moi, j'en suis pas un, et ça ne court pas les rues. Donc, comment penser par soi-même? On a besoin de maîtres, on a besoin de modèles, on a besoin de cadres. Mon texte reprend le discours de la méthode, la structure du discours de la méthode. Oui, je m'escrime avec Descartes, je lui fais une critique, mais c'est une reconnaissance de dette énorme. Je réussis à mettre mes idées en ordre grâce à Descartes. Et donc, je le dirais, la même chose, c'est que ça nous donne, pour penser par soi-même, c'est la tâche la plus difficile. Alors, lisons ceux qui ont réussi à le faire. Inspirons-nous, essayons de voir qu'est-ce que c'est. Et pour essayer de penser par nous-mêmes dans notre époque, parce que c'est toujours facile de penser par soi-même comparé au Moyen-Âge, de sortir, comme Platon disait, il faut sortir de la caverne. Sortir de la caverne du Moyen-Âge, et quand le christianisme était triomphant et le féodalisme, c'est facile parce qu'on en est sorti historiquement. Mais sortir de la nôtre, il faut encore la voir. Alors, je vous arrête pour un instant pour passer à la pause, et nous revenons ensuite pour la deuxième partie de cet entretien avec Raphaël Arthaud-McNeill à propos de son livre « La perte et l'héritage ». Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de La vie des idées avec Raphaël Arthaud-McNeill pour parler de son livre « La perte et l'héritage » qui vient de paraître au Boréal. Raphaël Arthaud-McNeill, vous donnez dans votre livre, donc vous réfléchissez à la notion de grande œuvre, de transmission culturelle, mais vous nous donnez aussi, et c'est une chose absolument élémentaire, ce qu'on pourrait appeler des conseils de lecture. Pas au sens lisez ce livre, ce livre ou ce livre, mais ce que veut dire lire une grande œuvre. Vous y allez avec une espèce de méthode en 4 points de mémoire, c'est-à-dire, je retiens un des conseils qui m'a marqué là-dedans, c'est-à-dire ne croyez jamais avoir épuisé le livre après l'avoir traversé une fois. Il faut le revisiter souvent pour être capable d'en découvrir. D'ailleurs, on ne le videra jamais complètement de sa signification. Il se dévoile toujours sous un nouvel aspect. D'ailleurs, parce qu'on est peut-être rendu ailleurs dans notre vie, il nous parle autrement d'une manière ou de l'autre. Alors, j'aimerais vous entendre un peu sur cet art de la lecture que vous nous proposez. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on décide de lire vraiment? On connaît la formule de Machiavel lorsqu'il nous explique qu'il se met en tenue particulière pour lire, en se délivrant des habits boueux de la journée. Imaginons que vous donniez votre propre art de la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment entretenir une relation constante avec les grandes œuvres, avec la lecture, avec la culture, finalement, la haute culture? Oui, c'est une question fondamentale, et la lettre de Machiavel à laquelle vous faites référence est sublime. Je le dirais de cette façon-ci. Bien sûr, j'essaie de bricoler une méthode, mais c'est quelque chose qui est difficile à transmettre, et des fois, les étudiants disent « OK, au fond, on est appris à lire. » C'est ça, le certificat, puis même au cégep. La première chose, ça va faire le lien avec ce qu'on a dit plus tôt, c'est faux présupposer que l'œuvre a quelque chose à nous apprendre, que le texte est plus grand que nous.
qu'on a quelque chose qu'on ne perdra pas notre temps, que c'est pas juste pour faire un devoir. C'est pas juste... donc, il y a quelque chose à aller chercher. La tradition ne ment pas. La tradition ne ment pas. À tout le moins, oui, allez-y. J'entends par là que ce n'est pas pour rien que ce livre nous est présenté. Voilà, c'est ça. C'est que faire cette confiance. Alors là, on va complètement à l'envers de ce qu'on disait tantôt, qui était le soupçon. Ça voulait dire, pourquoi je lirais ça? C'est, OK, ça fait 1000 ans qu'on transmet ce livre-là, 2000 ans, il doit y avoir quelque chose qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Alors, mais ça, c'est déjà une attitude que vous le savez très bien, qui est pas évidente aujourd'hui. Donc, de présupposer qu'on a quelque chose à apprendre, nous, individuellement, de quelqu'un d'autre qui est mort. Ensuite, c'est de... et là, je veux dire, là, je vais faire mon professeur de cégep, que je dis, c'est de lire de manière concentrée et continue et de se retirer du monde. Et là, c'est là que c'est difficile. L'art de lire, c'est un art de se retirer. Et souvent, je dis aux étudiants, quand ils me disent « Ah, le texte est incompréhensible » ou « Le texte se répète » ou tout ça, je dis « Oui, mais est-ce que tu prenais tes courriels en même temps? Est-ce que tu avais à côté des sources de distraction? » Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, qui est difficile à transmettre. La concentration. Voilà. La tyrannie de l'écran rend de plus en plus difficile le fait de se concentrer sur une feuille de papier. Voilà. Et là, cette tradition-là, comprenez, c'est ça aussi dans... Ce qui est paradoxal, les Grecs et les chrétiens avaient cette tradition. Les Grecs, les Romains et les chrétiens ils étaient très conscients que c'est difficile de lire, c'était réservé à une élite et que c'était pas naturel. Et cet effort-là d'isolement, là, qu'on parle des académies, des scribes, ou après ça, des moines, cette idée de recueillement et de besoin d'un contexte particulier pour lire est en train de se perdre. On voudrait que ces textes soient rapides, qu'on lise rapidement et qu'on puisse avoir une synthèse rapide. Alors là, cet art de concentration, de lire longtemps par soi-même et d'être prêt à y retourner, qu'on n'aura pas compris au premier sens. Nietzsche dit ceci, faudrait retrouver l'art de ruminer. C'est-à-dire de lire et de, quelque part, c'est, pardonnez l'image, mais Nietzsche, ça, c'est comme un bovin qui ingurgite et qui, après ça, qui remâche, et qui remâche, et qui remâche. Alors, il faut être capable de lire et de le remâcher. Et donc, cet art de lire-là, il faut le faire par soi-même. Et ce que j'ajoute, et pourquoi le certificat, et pourquoi c'est un art qui amène finalement aussi à l'amitié, c'est d'en discuter avec d'autres personnes. Et là, on se rend compte que c'est le meilleur moyen de se rendre compte qu'on a manqué des choses. Au certificat, souvent, comment ça fonctionne un cours ordinaire? On a des étudiants qui préparent un exposé. Tous les étudiants ont lu la même chose. Il faut que tout le monde ait fait l'effort de lecture. Et ils ont fait un effort de réflexion, donc de résumer et de réfléchir sur la lecture, donc par écrit. Lire, écrire, et après ça, partager ses idées. Et là, quand on en partage dans la discussion avec les autres, là, on se rend compte, OK, oui, j'ai pas vu ça. Ah, j'ai pas vu ça. Et là, on se rend compte de la profondeur et de la richesse du texte. Et là, on pourrait le relire. Et là, on est prêt pour le relire. Et c'est ça que ça veut dire. Et là, généralement aussi, c'est de ce mouvement-là, donc, qui soit seul avec le texte, on voit la richesse du texte, on la partage avec d'autres et ça nous permet de voir encore plus la richesse du texte. Et là, ça nous permet de voir aussi qu'est-ce que nous, on a mis dans le texte, qu'est-ce qui n'était pas dans le texte, et voir autour de nous. Et ça nous permet, paradoxalement, si on peut dire ça, lire des grands textes nous permet de lire la réalité, lire notre quotidien. Et ça, c'est difficile. Quelles sont les tendances encore sortir de notre époque? On en a parlé tantôt. C'est exactement ça. Et ça, c'est difficile. Donc, comment serait la grande lecture? Ben, je dirais isolement, effort, et ultimement le plaisir. Un plaisir qui va venir, qui est très important, mais qui ne viendra pas sans effort. Alors, vous évoquez à travers tout ça quelque chose d'absolument essentiel, c'est ce qu'on pourrait appeler les conditions de la vie intellectuelle. La vie intellectuelle, donc vous évoquez tout à la fois la concentration, le silence, l'amitié, la possibilité donc de discuter. À certains égards, on est en droit de croire que le certificat des œuvres marquantes de la civilisation occidentale est un oasis dans le système d'éducation. C'est-à-dire que cette manière de concevoir la vie intellectuelle, et là, je vais parler assez largement. D'un côté, oui, il y a ceux qui s'en fichent un peu, mais on le sait. Il y a aussi tous ces universitaires qui définissent aujourd'hui une part importante de leur vie par la recherche subventionnée telle qu'on l'imagine dans les organismes subventionnaires d'une manière ou de l'autre. Donc l'université elle-même qui ne se voit plus nécessairement comme une communauté académique telle que vous nous la présentez. On pourrait parler aussi du conflit idéologique, c'est-à-dire la confusion quelquefois entre le savoir véritable et l'idéologisation d'une certaine culture, donc finalement l'université pour faire la guerre. Est-ce que vous avez l'impression que le modèle qui est le vôtre, qui devrait être à certains égards celui de l'université, avez-vous l'impression d'être un oasis dans un environnement qui ne fonctionne plus selon ce principe?
Peut-être. Je ne veux pas vous amener à dire du mal de vos collègues. Non, c'est ça. Mais l'image, moi, qui me vient de plus en plus, qui est peut-être finalement la même chose, c'est l'image du supermarché. Les universités comme des supermarchés qui offrent différents produits, et dans un supermarché, le client est roi. Et donc, on dit, ça dépend, l'université s'adapte en fonction des besoins des clients, des étudiants, ce que les étudiants veulent, et aussi de la recherche. Cette recherche-là est tout à fait légitime. Je veux pas un monde sans antibiotiques, je veux pas un monde sans électricité. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, cette recherche-là est tout à fait légitime, mais c'est le danger que ça devienne un immense marché ou finalement une immense école technique. On apprend des métiers à manipuler des outils de plus en plus techniques. Et dans de plus en plus complexe, qui demande une formation de plus en plus complexe, mais l'idée même d'une éducation qui nous humaniserait n'a plus sa place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je l'ai réalisé après coup, après avoir travaillé à la mise en place du certificat. C'est que finalement, l'université a dit, très bien pour le certificat, mais vous n'êtes pas des profs universitaires, on est des profs de cégep, et c'est à vous de faire du recrutement, et le certificat existe tant et aussi longtemps qu'il y a du recrutement. Autrement dit, ça a été un accord passé avec le supermarché. Voici un produit fin qu'on met sur les tablettes. Tant qu'il se vend, on vous garde une petite case sur les tablettes. À un moment donné, il ne se vendra plus. On va le retirer des tablettes. Donc, l'université ne protège pas, n'endosse pas. Et je crains ça. Qu'à l'université, ça se passe, mais je crains de plus en plus que ça arrive au cégep. Si on faisait le rapport parent aujourd'hui, quel cours serait obligatoire? Est-ce que la philosophie sera encore obligatoire? Est-ce que la littérature sera encore obligatoire? Elles sont là par un mouvement inertique parce qu'il y a des forces, il y a des salaires en jeu, toutes sortes de choses. Moi, je pense qu'il faut les défendre, mais je crains que les arguments tombent de plus en plus et qu'on dise le client est roi, c'est-à-dire l'étudiant, et vous devez vous adapter à ses goûts. Et donc, là, vous devez vendre votre produit. Et là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Là, ça voudrait dire pour la grande culture, ça veut dire qu'on confond culture culture populaire et grande culture. Il faudrait aller chercher ce qu'il y a les tendances, philosophie zombie, philosophie et tout ce que vous voulez, pour essayer d'accrocher des étudiants. Alors que là, ce qui s'est installé en Occident puis au Québec en particulier, c'est de dire, écoutez, que vous le vouliez ou non, on va vous imposer des cours parce qu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et là, de plus en plus, on dit « Ah non, on ne veut plus dire ça, qu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. » Les cours de philosophie au cégep, les cours de littérature, les cours d'anglais, les cours d'éducation physique sont des cours de formation générale, le G. Peu importe qui vous êtes, peu importe le domaine dans lequel vous allez vous spécialiser, vous devez avoir ça. Et là, ce n'est pas utile à votre fonction, c'est utile parce que vous allez être des personnes qui allaient occuper des postes importants dans la société et on veut que vous ne soyez pas simplement des spécialistes bornés. Et de plus en plus, on dit, finalement, qui sommes-nous pour imposer ça? Qui sommes-nous pour brimer la liberté de ces étudiants-là? Et je crains de plus en plus que ça tombe. Et là, comme vous dites, dans ce cas-là, une oasis. Ça va rester. Il va toujours avoir des étudiants qui vont avoir cette soif-là, mais ça va... La grande tradition a connu des moments terribles dans l'histoire. Et elle a persévéré. Alors, je pense qu'elle va rester. Le problème, c'est qu'elle va rester minoritaire chez certaines personnes qui une vont passion spécialisée d'érudits, plutôt qu'une formation qui pourrait rassembler les gens au-delà d'une diversité justement de formation, de métiers, d'engagement. Oui, peut-être. Et là, ça serait... Oui, ça va être des... oui, ça serait une façon. Oui, allez-y, puis je vais revenir sur ce que je vous relance là-dessus, c'est-à-dire, une question bien prosaïque, mais... le certificat que vous avez créé, que vous animez, c'est une année qu'on prend avant de s'engager dans ces études universitaires qui visent à nous donner un diplôme en particulier. Voilà, bon. Alors, quel type d'étudiants attirez-vous? Parce que je vois derrière ça, il y a quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, vous créez quelque chose comme ça et il y a de jeunes esprits, de jeunes hommes, de jeunes femmes qui disent, bon, c'est un an de retard sur le marché du travail, c'est un an de retard sur ma formation et pourtant, il y a là quelque chose, des questions fondamentales se jouent et en allant là, je vais peut-être avoir plus que dans tout le reste de ma formation universitaire d'une manière ou de l'autre. Qui attirez-vous dans votre programme et quels sont les types d'esprits qui sont attirés par ça? Eh bien, c'est c'est une bonne question. Je veux dire, c'est des étudiants très doués, très curieux. Mais là, c'est des mots qui sont un peu vides, mais je pense que c'est des étudiants qui sont passés par le cégep, premièrement, pour la grande majorité. Je veux dire, le certificat est composé par un noyau, une cohorte d'étudiants qui sortent du cégep, qui ont eu finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont croisé sur leur parcours des professeurs en littérature, en philosophie, en histoire, même en sciences, qui les a accrochés. Et là, ils ne veulent pas, ils ont senti cette idée de perte, là. Ils ont senti, mon Dieu, il y a une tradition et je ne la connais pas. Je devrais connaître cela. Et là, ils prennent le luxe de s'éduquer. C'est vraiment un luxe. D'ailleurs, c'est le titre d'un nouveau chapitre. Oui, le luxe de s'éduquer. Voilà, je pense que
c'est fascinant, on peut se le permettre. On peut se le permettre. Dans notre société, est très riche à plusieurs égards. Et donc, ils prennent le luxe de s'éduquer. Et là, à côté de ça, il y a des personnes qui sont sur le marché du travail, qui sont au bac à la maîtrise ou retraités, qui viennent prendre un cours, qui s'inscrivent à temps partiel. Et eux, ils font la même chose. Ils prennent le luxe de s'éduquer. Et donc, les personnes qui s'inscrivent au certificat, je crois qu'ils ont ressenti ce manque, ce vide, ils ne sont pas satisfaits par Netflix, pour le dire dans une formule. Ils vont continuer à écouter des films sur Netflix, mais il y a mieux. Et l'autre côté, je dirais, c'est qu'ils sentent le besoin d'être encadrés. Ouais. Parce que c'est pas facile de lire par soi-même. Alors là, nous, on offre le cadre. On offre le dire, regardez, on va vous obliger à passer par là. Et des fois, c'est eux-mêmes qui veulent se mettre sous cette tutelle. Alors, j'abuse de mon pouvoir d'intervieweur et je vous déplace vers une question très contemporaine, mais qui n'est pas sans lien. Vous nous parlez ici d'une quête qui se passe essentiellement dans le domaine de l'université, finalement. C'est-à-dire, dans le cadre de l'université, une vie intellectuelle qui, dans une société comme le Québec, se trouve quelquefois dans les marges à tout le moins, mais qui réussit quand même à se maintenir. On notera toutefois que si on décide de retourner sans jouer la carte de la nostalgie, il y a 20, 30, 35, 40 ans, qu'on pense en France ou au Québec, il pouvait y avoir sur la place publique des émissions à la radio, à la télévision. Je pense évidemment à Apostrophe, à Bouillon de Culture en France. Je pense ici au Québec, on a cherché à avoir ça d'une manière ou de l'autre aussi. Une volonté de faire une place dans l'espace public pour le type de questions que vous amenez. Une place dans l'espace public pour la grande culture. Une place dans l'espace public pour la vie intellectuelle. Est-ce que vous considérez que cette il se peut que je me trompe puis qu'elle soit plus présente qu'on ne le dit, mais est-ce que vous considérez que cette absence de la vie intellectuelle, du rapport aux grandes œuvres dans la cité, pas seulement dans la formation universitaire, mais dans la cité, a des effets sur notre rapport à la démocratie, sur notre rapport à ce qu'on peut attendre du débat public? C'est sans aucun doute. C'est quelque chose qui est difficile à mesurer, difficile à dire, mais je pense que oui, peut-être passer par un détour. Il me semble que c'est dans Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay, ou peut-être dans une dernière fois, si vous permettez, il raconte qu'il écoutait Les Beaux Dimanches avec sa mère et que ça a été une éducation pour lui à l'opéra et tout ça. Et là, Michel Tremblay qui nous raconte que ça a été des moments où il s'est éduqué. On n'a plus ça. Et comprenez, Les Beaux Dimanches, c'est intéressant, il y avait quelqu'un qui choisissait, ceci est beau, ceci est beau, voici, on doit le mettre. Et donc, on s'appuie encore sur la culture. Je me rappelle quand j'étais tout petit, j'ai vu Cyrano de Bergerac là, avec ma mère. Hein, on écoutait des choses que je n'aurais pas écoutées par moi-même. Il y avait quelqu'un qui choisissait, qui faisait ça, alors qu'on n'était pas au sondage et tout à fait. Donc, oui, il y avait cette place-là, et ça va avec l'idée de la perte d'autorité, la perte de dire qu'il y avait des gens qui décidaient pour d'autres. Et là, je vais essayer de dire, je vais faire le lien avec le certificat et tout ça, c'est que ce qui me fascine et me désole, et c'est un peu avec votre question, là, les querelles idéologiques, le droite-gauche et tout ça, c'est que souvent on va dire, ben finalement, parce que vous dites que il y a des œuvres meilleures que d'autres, dans le fond, vous êtes élitiste. Moi, mon argument est tout à fait contraire, c'est par souci d'égalité. Ce que je remarque à l'école, c'est que je ne suis pas inquiet pour mes enfants et les enfants de mes amis qui, à la maison, les parents les encadrent et donnent ça. Je suis inquiet pour les autres. Ceux qui n'ont pas la chance, ou pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas en contact avec cette culture-là. L'école était le lieu qui disait, ça ne sera pas le lieu de la culture populaire. La culture populaire est à l'extérieur de l'école. La culture, la grande tradition, la culture, ça va être à l'école. Et là, on va essayer de la rendre pour tout le monde. Avant, elle était réservée à une élite. On a démocratisé l'éducation, c'est excellent. Maintenant, tout le monde a la possibilité de s'éduquer. Mais c'est comme si en démocratisant l'éducation, on a enlevé aussi l'idée d'une élite intellectuelle. Et là, c'est rendu partout dans la société, parce qu'avant, c'était là un peu partout. Et ce qui m'atterre et m'a peur quand j'enseigne dans une classe, c'est de plus en plus de voir le noyau qui s'effrite. C'est-à-dire, dans ma classe, j'ai quelques gens qui sont très doués, qui parce qu'ils sont allés dans des écoles ou parce qu'ils viennent de familles particulières, qu'ils savent lire. Ils arrivent dans ma classe, ils ont plusieurs références culturelles et pour leur enseigner va très bien, puis je peux les amener plus loin. Et à côté de ça, j'ai un grand groupe d'étudiants qui, eux, sont perdus, qui sont largués, qui ont de la difficulté à lire. Est-ce qu'ils comprennent pourquoi ils sont dans votre classe? Bien,
je pense que je réussis à certains moments à leur faire comprendre, mais l'effort est tellement difficile. Je veux dire, je les sens pas tant hostiles que je les sens des fois complètement découragés. La tâche est très lourde. Mais ils comprennent pourquoi il y a un cours de philo, par exemple? Ils comprennent pourquoi il y a un cours d'histoire, de littérature? Ils ne le comprennent pas au début, c'est mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de leur faire comprendre et je pense qu'ils peuvent le comprendre. Et mon rôle est très important, j'ai l'impression. Les professeurs, c'est très important qu'ils aient au moins le respect de cette discipline. Et je pense qu'ils peuvent l'avoir. Je dis pas tout le temps, et là, peut-être je me berce d'illusions, puis je présume plus qu'ils ont. Mais ils ne le comprennent pas, et je pense qu'ils le comprennent par moment. Et après ça, bien sûr, ils l'oublient. Ils sortent et ils ne peuvent pas le rattacher à d'autres choses de leur vie. Mais encore une fois, je vais insister là-dessus, parce que vous avez dit pour la démocratie. Oui. C'est un souci d'égalité. Et à quelque part, comment concevoir l'éducation? Dans la tradition des grandes œuvres, quand vous parlez d'Alan Bloom, il y a quelque chose qui s'est passé autour de ces années-là, 60-70, et Alan Bloom a été pris dans ce combat-là. Et les grandes œuvres, l'éducation des grandes œuvres a été taxée de conservatrice. Et avant, elle était progressive. Juste une génération avant, quand on a fait les Great Books of America, of the Western Civilization, parce que c'était l'innovation de l'Université de Chicago, mais qui poursuivait l'innovation qui se partait dans les années 1920 de l'Université Columbia à New York, on avait dit l'éducation pour les meilleurs est la meilleure éducation pour tous. Donc, c'est un souci d'égalité, un souci de rendre accessible à tous ce qui était réservé à une élite plus tôt. Et là, présentement, on dit « Ah non, finalement, parce que c'était réservé à une élite, c'est élitiste. » Il me semble que c'est une erreur. Il me semble que c'est une erreur et mon expérience m'enseigne que ceux qui réussissent le mieux à l'école maintenant sont les plus favorisés. Et que c'est de plus en plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu accès à cette culture-là à cause de son milieu socio-économique. Ce n'est pas de sa faute. Et il passe à l'école et il n'a pas eu accès non plus. Et là, même à la télévision, même à la radio, il n'a pas accès. Et l'éclatement de notre société avec Internet fait en sorte que chacun peut aller chercher ces petites choses qu'il connaît. Et donc, il ne sera jamais sorti de lui et il va avoir de la difficulté à comprendre sa place. Et donc, c'est quelque chose d'attristant. De préoccupant et en un sens épeurant. Et j'espère que je réponds à votre question, mais c'est encore une fois, j'aurais dit, j'aimerais sortir de ce débat-là, droite-gauche, je dis, ramenons ça à un souci d'égalité. On vous répondra peut-être dans cet esprit que ce souci d'égalité, c'est l'espèce de paradoxe finalement de l'école contemporaine, c'est-à-dire plutôt que de démocratiser le savoir, donc autrement dit de donner à tous ce qui était réservé aux meilleurs, on s'est dit que finalement ce savoir n'avait aucune légitimité en lui-même parce qu'il ne servait qu'à couvrir les privilèges des uns et des autres. C'est la thèse de Bourdieu et ainsi de suite. Oui. Est-ce que ces idées-là circulent encore beaucoup d'une manière ou de l'autre? Est-ce que vous avez l'impression ou est-ce qu'on en revient peu à peu? C'est une bonne question, je ne sais pas. Elles sont encore là. Elles sont encore là. Je me les fais servir, tout ça. Mais il me semble que ça change un peu. Et c'est ça, je veux dire, tu sais, quand même, regardons ce que... C'est ça qui me fascine, c'est mes modestes efforts dans le livre ou le modeste initiative du certificat. C'est un contenu qui est tellement éclaté aujourd'hui, dans la mesure où je suis prêt à faire une place à Nietzsche, à Heidegger, à Foucault. Je veux dire, c'est un contenu qui est éclaté. Donc, le dogmatisme, je veux dire, si vous voulez critiquer la grande tradition, ils sont dans la grande tradition maintenant. Ils sont certains représentants dans la grande tradition. Donc, ça va être une querelle interne. Donc, je vois mal. Et encore une fois, quelque chose comme le certificat, c'est les étudiants qui discutent entre eux. Il y a quelque chose de très contemporain, très pédagogie inversée, si vous voulez. Il n'y a pas de cours magistraux. On discute, mais je veux dire ceci. Le paradoxe que j'ai compris quand on a fondé le certificat et à force de le pratiquer, c'est finalement on a une pédagogie très, très, très progressive et moderne. Mais regardez, avec des petites classes, des étudiants extrêmement motivés. Oui, mais c'est ce qu'on dit souvent. Ce type de pédagogie est possible pour des groupes très, très restreints, très cultivés, très, très motivés, qui veulent vraiment. Pour le commun des mortels, ce n'est pas possible. Il a besoin de la figure plus classique de l'autorité, du professeur, de la classe dirigée. C'est ça. Et là, et je rajouterai aussi au certificat, et un contenu très clair. Un texte, vous lisez ceci, on discute de cela. Et de ce qui est la plus grande marque d'autorité, par ailleurs, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. On fixe la base commune à partir de laquelle on pourra délibérer. Exactement. Et là, mais par exemple, si on est dans une classe avec
40 étudiants d'horizons socio-économiques différents qui ne comprennent pas tous pourquoi ils sont là. Et là, si on leur dit, ben, construisez votre savoir et discutons, là, on les perd, c'est difficile. Alors, encore une fois, c'est ça qui est paradoxal. Je veux dire, la pédagogie inversée et progressive a du bon, mais donnez-lui les moyens de ses ambitions. Alors, OK, donnez-moi au cégep des classes de 10 étudiants et je vais lire leurs travaux, les accompagner, lire avec eux. Ça va fonctionner. Mais je ne peux pas faire ça avec 4 classes de 40 étudiants, 160 étudiants, avec la correction que ça implique. Et là, j'en perds et j'en largue. Et là, c'est une tristesse. Je voudrais les retenir, mais là, je ne peux pas faire du cas par cas. Je ne peux pas. C'est simplement impossible. Je ne survivrai pas à une session. Alors, dans ce cas-là, il faut ramener des figures d'autorité et de donner à l'étudiant, de dire, écoute, tu ne comprends pas, là, c'est à toi de venir, mais il faut donner un cadre, il faut imposer ce cadre-là. Alors, il nous reste à peine 5 minutes pour l'émission. Je m'en voudrais de ne pas vous poser quelques questions toutes simples à propos de certaines de ces grandes œuvres. Alors, avec l'expérience que vous avez eue dans l'enseignement collégial et dans le cadre du certificat, quels sont les livres qui éveillent le plus spontanément l'imagination, c'est-à-dire le désir de se projeter dans cet univers de la haute culture? Quelles sont les œuvres qui sont le meilleur aimant, pour le dire ainsi, pour attirer dans ce monde qui est tout autre, finalement, à certains égards, quelles sont les meilleures œuvres pour être capable d'attirer les jeunes esprits qui veulent se prêter à l'exercice? Alors, ma réponse va être en 2 temps. D'abord au cégep, qui n'est pas la même chose, puis après ça au certificat. Au certificat, à chaque année, on demande aux étudiants de faire une espèce de quel va être votre coup de cœur. Puis là, c'est intéressant de faire ça. Peut-être que je vais commencer par le certificat. Homère à chaque année. Encore? Ah oui? Homère, ouais. Prendre le temps de lire l'Odyssée, là, ça touche beaucoup. Ensuite, Plutarque, les grands hommes, souvent touche beaucoup. À la session d'hiver plus contemporaine, Tocqueville, souvent, fonctionne beaucoup. Et l'Émile de Rousseau aussi, qui paradoxalement, qui est un texte qui attaque la pédagogie traditionnelle. Je me permets une courte parenthèse. Rousseau dit ceci dans l'Émile, qui quand même dit « Je veux produire... son objectif de l'éducation, c'est de produire un sauvage fait pour habiter les villes. » Je pense qu'aujourd'hui, quand on lit cette phrase-là, ça prend toute une autre résonance et c'est très épeurant. Et bon, et là, après ça, dans les textes littéraires, ça dépend des autres, mais souvent Shakespeare, certaines œuvres qui vont rester. Et les étudiants aussi, des fois, identifient des textes qui n'ont pas été des coups de cœur, mais qui ont été vraiment, qui disent, je suis très heureux d'avoir lu ça, par exemple la Bible. Pas au complet, des passages. Et des œuvres, des fois, plus que ça peut être aussi Darwin, des œuvres plus difficiles. Au cégep, au certificat. Au cégep, les œuvres qui touchent sont les œuvres les plus dures, selon mon expérience. Paradoxalement, les plus dures, au sens celles qui touchent à l'existentialisme ou qui dévoilent des mécanismes humains, qui touchent à notre angoisse existentielle. Qui dévoilent la part sombre de l'âme humaine? Oui, c'est ça. Et là, que ça soit, par exemple, Machiavel, pour l'égoïsme, ça, je suis toujours surpris à quel point Machiavel fonctionne, et Blaise Pascal, qui est finalement l'angoisse existentielle, le divertissement, fonctionne beaucoup. Et là, les existentialistes aussi, Sartre, Camus, ont un grand écho. On peut toucher quelque chose ici, sans sentir la perte de sens. La perte de sens. Nietzsche aussi peut faire ça, là. Que au fond, vous savez qu'il y a quelque chose qui manque dans vos vies et qu'on s'étourdit pour ne pas y penser. Et quand, au cégep, parce que je fais aussi des fois des groupes de discussion pour le plaisir, je dis, ben, s'il y en a qui veulent lire d'autres choses pour le plaisir, venez, on va se rencontrer, on va lire autre chose. Alors, on lit Kundera. Kundera, là, il met le doigt. Là, j'aime lire des œuvres littéraires. On peut, après ça, discuter. Et là, après ça, généralement, ce qui arrive, les étudiants qui goûtent à ça, à un moment donné, deviennent quasiment là, omnivores. Là, ils mangent de tout, ils trouvent du sens partout. Mais je dirais que c'est... Et là, c'est de bien les orienter, mais ces œuvres qui, paradoxalement, mettent le doigt sur l'absence de sens. Vous savez qu'au fond, votre iPhone ne vous rend pas plus heureux. Il y a cette phrase de Rousseau dans le second discours qui dit à propos de la propriété, ce n'est pas tant la possession qui va nous en rendre plus heureux que le manque qui va nous en rendre très malheureux. Et là, quand je leur explique, dans le fond, avoir un nouveau iPhone, c'est le fun au début, mais ça ne vous rend pas tant heureux que si votre iPhone brise, vous ne l'avez plus, là, votre vie s'écroule et là, on est malheureux. Autrement dit, on devient dépendant de ça. Donc, c'est pas quelque chose qui nous rend heureux, mais c'est quelque chose dont on devient, le manque se fait sentir. Et donc, pour un exemple.
Alors, il nous reste 1 minute à peine. Une dernière question toute simple, mais peut-être la plus importante. Est-ce qu'à travers ce programme, vous avez l'impression qu'on pourrait connaître ce qu'on pourrait appeler des conversions? Pas au sens religieux, bien sûr, mais de jeunes hommes, de jeunes femmes qui découvrent là une part d'eux-mêmes et ils ne pourront plus revenir en arrière parce qu'ils ont découvert là quelque chose sur eux-mêmes qui va les réorienter fondamentalement dans leur vie. Oui, je pense que c'est ça qui se produit. À peu près pour tous les étudiants qui viennent au certificat, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus désapprendre. Ils ont appris à lire, ils ont appris à se connaître. Et bien sûr, il y a les variations individuelles. Chaque personne le vit différemment. Certains vont vont vouloir encore plus, vont s'en aller dans la philo, littérature, ils vont rester avec ça. D'autres vont aller dans tout autre domaine, mais ça va rester. Ça va être ce fond-là qui va rester. Et c'est toujours fascinant de les revoir. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une... Et comment je veux dire ça? Juste pour terminer, je sais, le temps file. Et vous avez bien dit, ce n'est pas une conversion religieuse, c'est ça, c'est les grandes œuvres ne vont pas apporter une plénitude et la réponse à toutes les questions. Et parce qu'on les multiplie, c'est là leur honnêteté, elles ne peuvent pas prétendre, la Bible prétend ça, il y a une vie après la mort. Les grandes œuvres ne peuvent pas faire ça. Là, si on est croyant ou pas croyant, moi, je n'ai pas cette croyance-là. Mais elles ne peuvent pas nous promettre plus que ce qu'elles ont à nous offrir, mais elles ont quelque chose de satisfaisant à nous offrir. Raphaël Arthaud-McNeil, je vous remercie infiniment pour votre passage aujourd'hui à l'émission. Je redis le titre de votre ouvrage, La perte et l'héritage, essai sur l'éducation par les grandes œuvres, aux éditions du Boréal. Merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de m'avoir retenu.